Et bienvenue à la conférence du mois de Daniel. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la colère mentale. Ça fait qu'on va débuter avec la question, qu'est-ce que la colère mentale? Bon, alors on peut dire que la colère mentale, on commence rapidement, le temps passe. La colère mentale, c'est un mécanisme qui ressemble à l'humour. C'est un mécanisme qui réorganise l'intérieur et qui réorganise l'extérieur. Et c'est important de bien comprendre la colère mentale comme étant un mécanisme de réorganisation. Réorganiser, cela veut dire que c'est déjà organisé, mais que ce n'est pas nécessairement organisé comme l'homme le veut, comme celui qui est dans un état mental le veut. Et celui qui est dans un état mental peut vouloir réorganiser si ce qui est déjà organisé ne l'est pas fait d'une façon intelligente. Alors, si quelque chose existe et que ce n'est pas intelligent, maintenant, il faut évidemment comprendre l'intelligence au niveau mental et non pas l'intelligence au niveau émotif. Réorganiser l'intérieur, réorganiser l'extérieur, cela peut se faire par l'humour, cela peut se faire par la colère. La colère mentale, elle est permise à celui qui a suffisamment d'humour pour ne pas se prendre au sérieux, mais qui peut faire sérieusement cette colère. Alors donc, la colère mentale, différemment de la colère psychologique, elle n'est pas régie par le désir, par la peur, par la crainte, par l'écœurement. Elle est régie par l'observation d'un contexte absurde. C'est-à-dire qu'elle est régie par l'observation d'un contexte inintelligent. Autrement dit, le mental, détectant l'absurdité d'un mécanisme, d'un mouvement, d'un fait, va tenter de transformer non pas la perception qu'il a de ce fait, ça c'est un travail qui relève de l'ego, qui relève de la psychologie. La psychologie se doit de s'adapter. Le mental se doit d'adapter et non pas de s'adapter. Et ça c'est important parce que le mental, la capacité qu'aura l'homme nouveau de pouvoir adapter d'une façon mentale, d'une façon intelligente, d'une façon conséquentielle, et la faculté qu'il aura de s'adapter d'une façon psychologique, déterminera chez lui ce critère d'homme nouveau. L'homme ne peut plus souffrir, l'homme ne peut plus avoir peur, l'homme n'a plus de problème, parce que l'homme est capable d'intelligencer l'extérieur et l'intérieur, et l'homme est capable de s'adapter psychologiquement à l'intelligence. Parce que la psychologie ne peut pas, présentement, du moins ne veut pas, s'adapter à ce qui est intelligent. Elle veut que l'extérieur, que l'intérieur s'adapte à ses désirs. L'ego ne veut pas s'adapter. L'ego veut adapter. Et l'évolution planétaire de l'homme s'est faite depuis le début parce que, justement, l'ego adapte. Et évidemment, on a des problèmes. La colère mentale permet donc de réorganiser. C'est très important, la réorganisation, lorsque nous pouvons entrevoir l'inharmonie de l'organisation déjà présente. Peux-tu nous amener, tout à l'heure, tu as parlé de faits non intelligents et de faits intelligents. Peux-tu donner un exemple ou donner plusieurs exemples de faits non intelligents à comparer à des faits intelligents? Je peux donner différents exemples. Maintenant, c'est que le fait intelligent va être perçu comme étant intelligent si l'énergie mentale habite la personne qui perçoit. Alors, si je parle d'un fait cosmiquement intelligent, il peut être perçu comme étant du délire par une humanité psychologique. Donc, l'intelligence ne dépend pas du point de vue où on se place pour l'observer. La psychologie va déterminer des intelligences qui vont être déterminées par le point de vue de l'observateur. L'intelligence n'est pas relative. La psychologie, l'intellectuance est relative. Donc, ou tu comprends, ou tu ne comprends pas, mais l'intelligence, ce n'est pas discutable.
l'intellectuance, la psychologie intelligente, elle est extrêmement discutable. Donc, tu peux voir que c'est intelligent d'avoir peur d'un animal, comme tu peux voir que c'est intelligent de ne pas en avoir peur. Mais cosmiquement, non pas intellectuellement, mais intelligemment, mentalement, il n'y a pas de demi-mesure et il n'y a pas non plus de discussion. Une chose intelligente, la race planétaire humaine qui n'a pas la faculté de devenir mentale doit disparaître. Donc, on perd notre temps à aider des races qui ne peuvent pas s'en sortir et qui ne s'en sortiront jamais. Psychologiquement parlant, humainement parlant, moralement parlant, cela n'est pas de l'intelligence, cela c'est de la débilité style Adolf Hitler. Adolf Hitler était manipulé par une psychologie intellectuante reliée à des mécanismes agarciens, à des mécanismes sionistes qui ont manipulé sa conquête de la planète Terre. Ce n'était pas intelligent ce qu'il a fait. Par contre, il est intelligent de voir et d'accepter comme étant écologique, comme étant évolutif, la disparition de races qui, par la génétique, engendrent des corporalités physiques qui ne sont pas aptes à recevoir des énergies mentales ou des énergies supérieures mentales. Donc, il est intelligent d'accepter la mort et la disparition de contextes physiques inadéquats à l'amélioration évolutive de l'homme. Ça, c'est intelligent. Qu'est-ce qui serait inintelligent? Ben alors, évidemment, c'est de vouloir sauver ce genre de race qui doit mourir. Si nous parlons, maintenant, il faut faire attention, l'homme ne doit pas détruire. L'homme ne doit pas sauver. Adolphe détruisait. Et l'intelligence ne détruit pas. Mais l'intelligence ne détruit pas. Cela veut dire que si tu as une race qui n'est pas apte à l'évolution mentale, tu ne dois pas la détruire. Elle va se détruire. C'est d'ailleurs la preuve de son inadaptation à l'intelligence mentale. Par contre, si tu tends à la sauver, tu détruis la race nouvelle qui va naître. Et le mental ne détruit pas. Et le mental ne détruit pas. Donc, il ne sauve pas. La race humaine, présentement, qui n'a pas l'apanage du mental, elle est pluralitaire sur la planète, elle s'étend sur la planète. L'homme mental conçoit l'euthanasie d'un malade d'une façon intelligente. Et l'euthanasie d'un malade, c'est la même chose que l'euthanasie d'une race. Maintenant, quand devons-nous euthanasier une personne qui est disons, qui est physiquement atteinte? C'est lorsque les degrés, lorsqu'il n'y a plus de vision, intelligence dans l'expérience que ce corps mène. Donc, on doit l'euthanasier. Cela veut dire qu'on doit le laisser mourir. Cela veut dire qu'on ne doit plus tendre à poursuivre sa survie. Donc, l'euthanasie raciale ne veut pas dire que l'homme se lève et, avec certains armements, détruit. Parce que dans un hôpital, lorsque nous parlons d'euthanasie, nous ne parlons pas de meurtre. Nous parlons de cesser le soutien de la vie. Et elle meurt. Un meurtre, c'est lorsque la vie se soutient elle-même et que nous détruisons ce soutien. Ce n'est pas pareil. Donc, l'euthanasie raciale, c'est lorsque l'homme doit cesser le soutien, doit cesser de supporter cette vie meurt. Et le meurtre, la guerre, le meurtre collectif, c'est lorsque le soutien existe, le support existe et que l'homme s'attaque au support. Parce que l'homme ne peut pas s'attaquer à l'homme. L'homme s'attaque toujours à une expression. L'homme s'attaque à un support. Détruis le corps, tu crois détruire l'homme. Tu détruis le support à la vie. Donc, il faut bien faire attention à cette euthanasie raciale. Je ne suis pas une personne qui prône la destruction des races inférieures. Ces races vont s'autodétruire.
Le seul problème, le seul handicap qu'il peut y avoir si l'homme n'est pas intelligent dans sa supériorité raciale, c'est que la destruction des races inférieures peut entraîner avec elle la race supérieure. Donc, tu ne dois pas entrer en guerre contre la race inférieure pour la détruire, pour qu'elle ne te détruise pas, t'entraînant avec sa propre destruction, mais tu dois t'arranger pour ne pas être touché par les autodestructions, par la digestion des races inférieures. Évidemment, lorsque je parle de race, je ne parle toujours pas de race cutanée, je parle de race neurologique. Okay. Ça me fait penser à ma question qui est, on parlait de la colère mentale, on parlait du travail qui s'effectue sur le mental, mais quel genre de personnes, disons, au point de vue neurologique, peut faire une colère mentale et la réussir? La colère mentale peut être vécue par une personne qui a un degré suffisant d'énergie mentale. Cela ne veut rien dire et cela veut tout dire. La colère mentale ne peut pas être vécue par une personne qui a le désir de vivre la colère mentale. La colère mentale, elle peut être vécue de deux façons, c'est-à-dire par deux genres d'êtres différents. Elle peut être vécue par une personne qui est acculée au pied d'un mur, dans le fin fond d'un trou, et qui ne désire pas s'en sortir, mais qui n'a plus le choix de s'en sortir. Ce n'est pas un désir. Et la colère mentale peut être vécue par une personne qui comprend l'intelligence de la réorganisation. Maintenant, la personne qui comprend l'intelligence de la réorganisation peut la comprendre sous deux plans. Elle peut s'illusionner de la comprendre, donc être dans une phase psychologique, et elle peut réellement la comprendre. La colère mentale, c'est lorsque l'homme essaie de réorganiser ce qui est déjà organisé. Ce qui est organisé n'est pas intelligent si il empêche l'homme d'être, s'il empêche l'homme d'accomplir, s'il empêche l'homme de créer. Maintenant, créer, c'est innover. Créer, ce n'est pas s'exprimer. L'expression de l'homme n'est pas une création, c'est une expression. Et la création n'est pas une expression. Et ça, c'est extrêmement important d'en voir la différence, parce que lorsque tu crées pour t'exprimer, tu ne crées pas, tu t'exprimes. Ce que tu exprimes a déjà été créé, il est dans toi, il est à l'extérieur de toi, mais il est déjà. Il n'y a pas de création, il y a une expression dans la matière, et ce n'est pas parce qu'un être densifie une énergie qu'il crée. Il densifie, il exprime sous un autre plan énergétique, mais il ne crée pas. Et lorsque l'homme crée, l'homme innove. L'homme prend quelque chose qui n'est pas et il le crée. La création planétaire, elle est disons, reliée à l'énergie supramentale. Il n'y a pas de création planétaire qui soit mentale, astrale, vitale ou physique. Il n'y a que de l'expression. Et si nous prenons la création dans le cadre planétaire, nous pouvons dire que nous exprimons l'énergie supramentale. Mais vu que l'énergie supramentale n'est pas tributaire du cadre planétaire, cela revient à dire que nous créons dans le cadre planétaire. Parce qu'il n'y a pas de création réelle. La création, c'est une chose qui n'existe pas. La création dénote un contexte temporel, début et final. La création, cosmiquement, n'existe pas. Il n'y a que de l'expression, comme il n'y a pas d'action. Cosmiquement, il n'y a que des réactions. Planétairement, il y a des actions et des réactions, et au niveau psychologique, au niveau nominal, l'homme croit qu'il n'y a que des actions. L'homme croit qu'il agit. L'homme réagit. Et l'homme croit qu'il crée, l'homme exprime. Et si nous prenons un contexte planétaire, et non pas cosmique, mais non pas humain non plus gros que l'homme, plus petit que le cosmos, l'homme peut créer à partir de l'énergie supramentale si l'homme exprime cette énergie supramentale dans un cadre régi par le mental, exprimé dans la matière. L'homme crée. Donc, un contexte absurde, c'est lorsqu'un contexte qui doit être réorganisé, c'est lorsque le contexte nuit à la création. Lorsque le contexte ne permet que l'expression.
Et lorsque l'homme mental voit ce contexte, il est dans une phase où il peut se payer le luxe d'une colère mentale, c'est-à-dire qu'il réorganise. La colère mentale, c'est quelque chose qui ne sera pas vécu par l'homme mental longtemps. La colère mentale, c'est un mécanisme qui peut permettre à l'homme psychologique de devenir un homme mental. Et une fois que l'homme est devenu mental, une fois que l'homme a instauré les bases de ce qu'il est, disons les bases de ce qu'il sera, il instruit le limitateur, il instruit l'astral qu'à partir de désormais, il est son seul maître et c'est lui qui va organiser son aura psychologique, son nuage astral, ce qui l'entoure. Maintenant, il est évident que lorsque la personne n'a pas un degré mental suffisant pour devenir un maître dans l'astral, pour être reconnu comme étant un maître, donc pour obliger l'astral, le manipulateur, à être l'esclave. Lorsque l'homme n'a pas l'énergie mentale nécessaire, il doit faire attention parce que l'énergie de l'astral, ce manipulateur qui est extrêmement insidieux, qui est extrêmement diplomate, qui est extrêmement politicien, qui est extrêmement rétributeur, va faire en sorte de prouver à l'homme qui tend à développer cet état de colère mentale, soit que l'homme en est incapable, soit que l'homme l'a fait. Et lorsque l'homme croit qu'il l'a fait et qu'il a réglé le problème, il vient de se faire avoir. Et lorsque l'homme croit qu'il est incapable et qu'il ne peut pas le faire, il vient de se faire avoir. Entre l'arrogance d'être et le fait d'être, il y a un petit électron, l'épaisseur d'un électron de différence, qui fait que tu as manqué et que tu as réussi. On parle de manquer de réussite. Il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de manque. Mais il y a celui qui est reconnu et il y a celui qui n'est pas reconnu. Et celui qui n'est pas reconnu, qui tend à vouloir, à croire qu'il a été reconnu, celui-là va être démoli dans pas grand temps. Celui qui est sûr qu'il a réussi risque fortement de souffrir le karma de cet état psychologique. La certitude. Lorsque moi je parle à l'astral, je sais, parce que j'expérimente, parce que je sais. Donc, je sais sous deux plans. Je sais par l'expérimentation ce qui plaît à ma psychologie astrale et ce qui fait fermer sa gueule. Et je sais par le savoir instantané ce qui plaît à ma psychologie mentale et supramentale et qui les ajuste. Je sais, lorsque je parle à l'astral, que l'astral m'écoute, que l'astral m'obéit. Je ne pense pas que l'astral m'obéit. Je sais que l'astral m'obéit. Et comment faire pour le savoir? Disons que prochainement, au niveau des expériences PMC5, certaines personnes qui voudront faire l'expérience presque maximum pour voir pourront le faire. Mais lorsque tu es dans un contexte luciférien, dans un contexte astral, pas luciférien, astral, que ce soit un contexte géovique, yavique, luciférien, satanique, un contexte astral. Et lorsque tu ordonnes quelque chose à ce contexte et que cela est immédiatement obéi, c'est que ton autorité, elle est reconnue. Maintenant, il y a un danger. L'astral peut t'obéir pour te montrer que tu as réussi, pour te fourrer après. Mais chaque fois que l'astral vient te voir et chaque fois tu ordonnes et que chaque fois tu es obéi, c'est que ton autorité, elle est reconnue. L'astral craint ce nouveau Dieu qui est toi. Lorsque tu as encore des contextes matériels qui viennent te nuire, des accidents d'automobile, des accidents corporels, des pathologies,
des mécanismes familiales perturbateurs, des mécanismes professionnels perturbateurs. Suite au séminaire sur la colère mentale, la majorité des personnes ont vécu des choses qui sont typiques de l'impression astrale dans leur contexte évolutif pour essayer de les racheter. Et on rachète l'homme par la peur ou on rachète l'homme par le cadeau. OK, tu parles qu'en fin de semaine passée, il y a eu le séminaire colère mentale. Tu parles que des personnes ont sûrement vécu, fait l'expérience de certaines choses qui leur est arrivées après le séminaire, mais tu peux-tu donner certains exemples de choses qui peuvent arriver? Bon, alors disons que l'astral, on a souvent pensé que dans l'évolution de l'homme, il y avait des choses qui étaient instaurées pour pouvoir vérifier l'évolution de l'homme. Donc, on mettait des épreuves devant l'homme pour connaître, pour savoir dans quel état d'évolution, dans quel état de conscientisation, dans quel état de mentalisation, par exemple, ou de spiritualisation, l'homme était rendu. Mais en réalité, il n'y a pas d'intelligence qui veille à mettre des examens devant l'homme. Il n'y a que des aberrances astrales qui veulent savoir où l'homme en est pour savoir si l'homme mérite qu'on s'en occupe, c'est-à-dire qu'on le détruise, ou si l'homme ne le mérite pas. Et à travers ces mécanismes astrales, il y a ce qui est régi par la loi de rétribution, le karma. Donc, l'homme qui va essayer de faire cette colère mentale, l'homme qui réussit, parce qu'il faut bien remarquer que la majorité de ceux qui ont fait leur colère mentale lors du symposium ne se sont adressés à l'astral que par une voie astrale. Rares sont ceux qui se sont adressés à l'astral par une voie mentale. Rares sont ceux qui ont réussi à faire cette colère mentale, mais presque 100% de ceux qui ont fait le séminaire sont prêts. Il leur manque plus rien, presque plus rien, pour qu'ils fassent cette colère mentale. Certains ont fait cette colère mentale, mais la majorité ne l'ont pas fait réellement. Ils ont fait une colère psychologique, ils ont réussi à briser les mécanismes qui ont instruit l'homme dans ce sens que l'homme ne doit pas faire de colère et que l'homme doit contrôler sa colère. C'est évident que l'homme doit contrôler sa colère, parce que si l'homme ne contrôle pas sa colère, il risque un jour de tomber dans une colère mentale où il purifiera l'astral. Donc l'astral instruit l'homme à se sentir coupable lorsque l'homme essaie d'être en colère. Et ça a été le plus grand pont à traverser par ceux qui ont fait le séminaire sur la colère mentale, parce qu'ils ne pouvaient pas rester dans une salle où le monde imite, où le monde sont en colère. Parce qu'ils ne pouvaient pas être en colère. L'homme croit que pour être en colère, il doit être poussé à un point tel où il ne se contrôle plus, à un point tel où il n'existe plus. À un point où il ne sait plus ce qu'il fait. C'est l'apanage de la colère psychologique, c'est l'apanage de l'écœurement, et c'est cette purification qui permet à l'homme d'évoluer, la colère. Donc, des choses qui auraient pu arriver, ce sont des maladies physiques, ce sont des accidents d'automobile, des accidents corporels, il y a plusieurs choses. On pourrait énumérer différentes choses. Chose qui est certaine, c'est que l'homme doit quand même différencier les choses qui arrivent régulièrement, qui sont assujetties au plan manipulateur de l'astral, et à des choses qui sont arrivées spécifiquement parce que l'homme était dans une énergie à vouloir se heurter à l'astral. Mais le travail qui se fait, le mental travaille, ça fait un jeu sur l'astral. L'astral, en fin de compte, ne cherche pas absolument à aller chercher la personne. C'est-à-dire que lorsque tu fais une colère mentale, tu viens de marquer l'astral et à partir de cet instant, l'astral sait que tu existes. C'est-à-dire que le petit phénomène psychologique collectif, parce que l'astral c'est collectif,
Mais l'astral, en plus d'être collectif, peut être individuel, mais individuel parmi un ensemble collectif. C'est-à-dire que le Canada est individuel en tant qu'égrégore, mais le Canadien est collectif. Donc, pour créer un astral individuel, pour créer un égrégore individuel, on doit avoir une collectivité pour le nourrir. Donc, tant que la personne est assujettie à une collectivité astrale, elle n'est pas manipulée par quelque chose d'intelligent, d'intellectuel, d'aberramment intelligent. Elle est manipulée par des mécanismes écologiques, des mécanismes que nous pourrions appeler de hasard, mais qui ne sont pas du hasard, qui sont reliés à une mathématique astrale, qui vont faire que de temps en temps, elle a une souffrance, elle a un bonheur, elle a une joie, elle a une lassitude, elle a un ennui, elle a un trou, elle a... Bon. Mais lorsque tu parles à l'astral avec une énergie mentale, lorsque tu deviens le maître de cet astral, même si, évidemment, le maître de l'astral, c'est pas, tu ne deviens pas le maître ad vitam aeternam. Tu deviens le maître le temps où tu es le maître. Ce qui fait que tu, deux jours après, 2 secondes après, tu peux redevenir l'esclave soumis. Ça dépend de toi. Alors donc, la personne qui fait une colère mentale pousse de l'air, elle purifie, mais l'air revient. Et si elle ne reste pas dans cet état mental, l'air va revenir jusqu'au jour où elle devra recommencer. Maintenant, lorsque tu sais ce que tu fais, c'est mieux. L'entité astrale individuelle, lorsque tu as fait cette colère mentale, lorsque tu t'es appliqué à dire, à laisser ta trace, tu attires à toi non plus une collectivité astrale, mais tu attires à toi un égrégore qui porte un nom, c'est-à-dire un égrégore individuel. Dans l'antique étymologie, on parlait de démon, on parlait de diable. Vous n'attirez pas Lucifer pour l'instant, Lucifer est trop gros, Lucifer est trop important, Lucifer, vous n'êtes pas assez important pour que Lucifer vienne vous voir, pour que l'entité qui a une tendance à vouloir faire évoluer l'homme pour que le maître des guides de lumière, pour que la lumière suprême vienne vous voir. Et cette lumière suprême qui est Lucifer, qui est le père de l'humanité, est le pire ennemi de l'humanité. Et ça, l'homme qui fait une colère mentale ne l'attire pas. Par contre, il peut attirer des égrégores démoniaques, des égrégores divins, qui vont venir le voir personnellement. Donc, une personne qui fait une colère mentale peut tomber nez à nez avec un grand maître de l'Agartha. Parce qu'il a suffisamment de prestance, suffisamment de puissance, suffisamment d'importance pour qu'un grand maître de l'Agartha vienne lui dire qu'il est un cave. Pour qu'un grand maître vienne lui dire « Tu as réussi, tu es maintenant l'un des nôtres. Va te faire foutre. » L'homme doit rester individuel. L'homme n'a pas besoin d'être l'un des leurs. D'être un maître planétaire. L'homme s'en fout. Parce que l'homme qui a besoin d'être ça, c'est un homme psychologique. C'est un homme qui laisse faire avoir. C'est pas un homme mental. Quelle est l'intelligence de savoir que tu es un maître et de savoir que les autres le savent? Qu'est-ce qu'il y a d'intelligent là-dedans? Rien. Sauf si tu as un rôle important, et ceux qui présentement ont fait cette colère mentale n'ont pas de rôle présentement important à jouer au niveau du contexte expérientiel planétaire. Ils n'ont pas de rôle à jouer. Peut-être qu'un jour, ils auront un rôle à jouer. Pour l'instant, présentement, ils n'ont pas de rôle à jouer. Ils peuvent penser qu'ils ont des rôles à jouer. Ils peuvent créer des rôles. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas la puissance pour avoir un rôle. Donc, ces personnes peuvent rencontrer des dieux, des maîtres, peuvent rencontrer aussi des démons. Des entités qui sont personnalisées, des entités beaucoup plus puissantes que ce qu'ils ont connu jusqu'à date, et qui vont venir par la peur, parce que tu achètes ou tu fais peur. Par la peur, convaincre ces personnes qu'ils se sont aventurés sur un terrain dangereux, un terrain mouvant, un terrain qu'ils n'auraient jamais dû connaître. Mais c'est faux! L'homme va le connaître de toute façon, l'homme vit dedans régulièrement, et parce que l'homme un jour a conscience du plan de manipulation, il se maudit d'avoir embarqué sur ce plan. Il n'a pas embarqué sur ce plan, il a toujours été sur ce plan. Maintenant, il le voit. Et voir, ça fait peur. Voir, ça fait mal. Alors, la psychologie,
voire ça soulage le mental. Parce que plus le mental a d'informations planétaires, plus le mental a d'informations de logique, qui se rapproche de la réalité, plus le mental est capable d'agir efficacement et plus le mental est capable de régir ce plan. Donc, ces personnes qui ont fait la colère mentale et qui se sont approchés de ce plan, qui ont laissé une trace, vont évidemment être visités par des entités plus fortes, bénéfiques, maléfiques, mais par des trous de cul astrales. OK, c'est que tu amènes le fait qu'il y a plusieurs personnes qui pensaient, lorsqu'on parlait à l'astral, c'est tout le temps qu'est-ce qu'il y avait en dessous, le bas astral. Okay? Autant que quand tu fais ta colère mentale, autrement dit, toi aussi, tu dois toucher au astral autant que tu dois toucher au bas astral. Exactement. Dans l'astral, on s'imagine, lorsqu'on fait une colère mentale, que l'on va purifier tout le mal qui nous entoure. C'est faux! On va purifier le bien et le mal qui nous entoure. On va réorganiser pour que le bien n'existe plus à un moment donné et pour que le mal n'existe plus. Pourquoi être continuellement assujetti à du bien et à du mal? Le bien, c'est quelque chose qui est l'interprétation d'une vérité divine, d'une vérité bénéfique, d'une vérité qui tend à donner un break à l'homme. Lorsque l'homme ne souffre pas, il est bien. Imaginez-vous. L'homme n'est pas bien quand il est bien. L'homme est bien quand il n'est pas mal. De ce fait, l'homme doit souffrir pour découvrir que l'homme est bien. Et l'homme calcule qu'il est heureux lorsqu'on lui donne un break. L'homme pense qu'il est bien lorsqu'on lui donne un break. Lorsque l'homme cesse d'évoluer, c'est le bonheur. Lorsque l'homme cesse d'évoluer, béatitude. Il est élu, il est bien, il est au paradis. Mais ce n'est pas ce genre de bien. Ce n'est pas parce que de temps en temps, l'esclave a un temps de repos que c'est ça le bonheur. Et l'esclave, qu'est-ce qu'il fait? Il tend à se diriger, il tend à cultiver chez lui, c'est d'ailleurs la spiritualité, un temps de repos. C'est ce qu'il veut, l'homme psychologique qui évolue. Il veut un temps de repos. Qu'il appelle le paradis terrestre, qu'il appelle l'Éden, qu'il appelle le paradis céleste, qu'il appelle ce qu'il voudra. C'est un temps de repos. Ce n'est pas intelligent. Lorsque l'homme purifie, lorsque l'homme réorganise, il démolit le temps de repos et le temps d'évolution tel qu'il l'a vécu. Il organise une nouvelle forme d'évolution qui est reliée à la conséquentialité, à l'écologie de l'évolution. L'homme comprend les mécanismes qui doivent régir son amélioration. Et là, nous ne parlons plus d'évolution, nous parlons d'amélioration. Nous parlons donc d'amélioration. Lorsque l'homme veut évoluer, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque l'homme veut évoluer, définissons l'évolution. Ce n'est pas définissable, l'évolution. Il n'existe pas. Tu es sage qu'à la condition d'être entouré d'imbéciles. Tu ne peux pas être sage, toi, tout seul dans ton désert. Tu ne peux pas prêcher dans le désert. Il faut que tu aies du monde pour t'écouter. Et ça, c'est un mécanisme spirituel. Ce n'est pas un mécanisme intelligent. Ce n'est pas un mécanisme écologique. Ce n'est pas un mécanisme du Verseau. Ce n'est pas l'homme nouveau. Lorsque tu arrives au plan mental, et la colère mentale, c'est un mécanisme purificateur, un mécanisme qui détruit. Donc, ça fait mal. C'est un mécanisme qui initie l'homme réellement. Ça fait passer l'homme animal à l'homme humain. Et lorsque l'homme arrive à comprendre ce qu'est l'amélioration, et lorsque l'homme est conscient de l'intelligence de l'amélioration, pas de l'évolution, de l'amélioration. Pourquoi s'améliorer? Aucune importance. Maintenant, est-ce que c'est intelligent de souffrir? Non. Est-ce que c'est intelligent de ne pas souffrir? Je me sens mieux quand je ne souffre pas. Donc, disons que ça a un caractère d'intelligence.
Mais ce n'est pas de l'évolution. Tu n'évolues pas parce que tu veux fuir la souffrance, tu évolues parce que tu comprends une chose. Tu comprends que l'évolution, le cadre évolutif, et quel que soit le plan d'énergie sur lequel il se place, a une tendance à sauver l'énergie. Et lorsque l'homme sauve l'énergie, l'homme est dans son énergie. L'homme peut créer un cadre où il pourra se connaître, parce que l'homme ne gaspille plus l'énergie. Et pour sauver l'énergie, l'homme doit s'améliorer, parce que présentement, l'homme dilapide son énergie. Donc, tu ne veux pas évoluer. Tu veux sauver de l'énergie. Et pour sauver de l'énergie, tu dois connaître les mécanismes qui régissent la dépense et l'achat d'énergie dans chacun des plans. Cela veut dire que tu connais l'achat d'énergie et la dépense d'énergie dans le plan matériel. Quand je dis achat d'énergie, la création d'énergie, c'est de l'achat d'énergie. Lorsque tu prends de l'eau, tu fais un barrage, tu achètes de l'énergie à l'eau. Par contre, tu dois payer une rétribution qui est celle de maganer l'écologie, l'écosystème, qui permettait à l'eau d'être ce qu'elle est, qui permettait au lac d'accumuler de l'eau, qui permettait aux nuages de venir pleuvoir pour que cela crée ton lac. Tu dois, tu t'obliges à faire attention à l'écologie. Tu crées un immense barrage, tu as un immense lac. Le barrage, pour le créer, tu as inondé des terres, tu as coupé, tu as détruit, tu as fait des mines pour avoir ton ciment, pour avoir ta chaux, pour avoir ce que tu as besoin. Tu as créé des chemins, des routes, tu as fait fuir des animaux, tu as fait fuir, tu as tué des insectes, tu as détruit des nids d'insectes, des marécages où les insectes pouvaient se reproduire. Tu as fait fuir les prédateurs des insectes. Tu démolis. Et si tu ne recrées pas, à un moment donné, tu auras un désert autour de ton barrage. Et plus cela va avancer, plus ton désert va tendre à prendre de l'ampleur. Ce qui fait que le désert, n'attirant pas les nuages, à un moment donné, il ne pleuvra plus et ton lac va s'assécher. Bon, évidemment, c'est dans 2-3 000 ans. Mais c'est une rétribution à payer. Et tu as acheté de l'énergie, et un jour tu en manqueras, et un jour tu auras payé pour. Sauf si tu es écologique, tu achètes et tu payes pour. Tu reboises, tu recrées des lacs, tu recrées le système écologique qui était là antérieurement avant que tu crées ton barrage. Et là, tu as acheté et tu as donc payé, tu as acheté l'énergie. On ne crée pas de l'énergie, on l'achète. Et ça, tant que l'homme ne comprendra pas ça, l'homme aura toujours des pénuries d'énergie. Donc, lorsque tu comprends l'idée, l'achat d'énergie et le paiement, l'achat et la dépense en énergie, tu peux te permettre de comprendre ce qu'est l'amélioration. Tu n'évolues plus, tu t'améliores. Tu améliores ton corps physique parce que lorsque tu as une côte à monter, tu veux dépenser le minimum d'énergie. Par contre, tu peux améliorer aussi le cadre physique extérieur de ton corps physique pour te fournir des véhicules qui te permettront de parcourir des distances avec le minimum d'énergie. Mais tu dois faire attention parce qu'à un moment donné, ton corps physique, si tu l'oublies, tu vas payer pour, parce que l'énergie, pour te permettre de rester en vie, va coûter beaucoup plus cher que l'énergie nécessaire à l'entretien de ton corps physique. Lorsque l'homme comprend l'amélioration, l'homme est dans une phase mentale, et pour arriver à cette phase mentale, l'homme doit faire des colères mentales. Lorsque l'homme est arrivé dans cette phase où il comprend l'amélioration, lorsque l'homme a laissé sa trace, et lorsque l'homme entretient sa trace dans le monde de l'astral, l'homme n'a plus besoin de faire de colère mentale, l'homme est reconnu, l'homme est mental. L'homme est conscientisé. Et lorsque l'homme est conscientisé, ce n'est pas une conscience absolue. Ce n'est pas une conscience terminale. L'homme est toujours conscientisant. L'homme est toujours en phase de conscientisation, mais c'est une phase de conscientisation qui est régie par lui. Et non plus par ce qu'il appelle le hasard, par l'astral, qui est mathématique, et d'une mathématique inconnue à l'homme, donc l'homme l'appelle le hasard. Alors donc, lorsque l'homme arrive à devenir mental, lorsque l'homme passe par-dessus ce piège,
Lorsque l'homme arrive à être le maître à bord, le maître de son plan astral, cet homme est un surhomme. Il est un surhomme parce que lorsque une mitraillette envoie des balles un peu partout et que ces balles perdues blessent et tuent des hommes, aucune balle perdue ne peut venir le toucher. Pourquoi? Parce que seule l'énergie mentale peut amener cette compréhension à l'homme. Psychologiquement, l'homme ne peut pas comprendre. L'homme va dire, oui, mais la balle qui a été perdue, elle est partie selon une trajectoire et elle s'en va là. Et si tu es devant, tu vas te faire toucher. La balle ne partira pas si la trajectoire passe par toi. Tu ne seras pas devant une trajectoire. Et c'est ce qui fait que l'homme appelle ces mécanismes psychologiques, ces mécanismes astrales, le hasard, le destin, la destinée. C'était écrit. C'était pas écrit. C'est un vous écrit. C'est écrit 2-3 semaines d'avance, parce que c'est des fois reçu dans l'astral. Mais lorsque l'homme est capable de savoir avant que l'homme sache, lorsque l'homme est capable de savoir avant que la planète l'expérimente, lorsque l'homme est capable de savoir avant que cela soit su, lorsque l'homme a accès à ce savoir instantané, lorsque l'homme, et ce savoir instantané va apparaître dans le mental de l'homme, donc lorsque l'homme va développer son acuité mentale, lorsque l'homme va être capable d'admettre, de supporter le fardeau d'être anormal dans la normalité collective, lorsque l'homme va être capable d'être prescient, c'est-à-dire que science veut dire savoir, et préscience veut dire savoir avant de savoir. Et lorsque l'homme est capable de savoir avant de l'avoir expérimenté, lorsque l'homme est prescient, lorsque l'homme est donc mental, lorsque l'homme est mental, il est automatiquement relié à l'énergie supramentale, dans des phases, disons, qui vont de faibles à fortes. Mais l'homme, lorsque l'homme devient prescient, l'homme est le maître contrôleur à bord. Et lorsque nous parlons du programme maître contrôleur du PMC, nous disons programme pour que l'homme devienne le seul maître à bord. Mais sachons bien que le programme maître contrôleur est un cours, est le seul cours présentement qui existe, qui s'adresse à une collectivité et qui permet, malgré qu'il s'adresse à une collectivité, que chaque être dans la collectivité qui suit le cours soit un individu, garde son individualité et même le développe. Mais le seul maître contrôleur à bord ne s'adresse pas seulement qu'au corps physique. Le programme est fait en fonction que l'individu devienne le seul maître contrôleur à bord du corps. C'est un programme qui permet à l'individu d'être le seul maître contrôleur à bord de son plan d'évolution. C'est un programme qui permet à l'homme d'être le seul maître contrôleur à bord du plan astral, à bord du plan dans lequel il évolue. Et on commence par la phase la plus primordiale comme étant la plus basse. Mais c'est la phase primordiale, où l'homme, l'individu mental, doit être le seul maître contrôleur à bord chez lui, dans son corps physique et dans l'aura qui est le cadre de son évolution. Donc, il doit devenir le seul maître contrôleur à bord de son écosystème évolutif. Cela veut dire que l'homme fait disparaître une maladie chez lui. Cela veut dire que le système endocrinien appartient au mental et non plus à l'astral. Donc, l'homme transpire à volonté selon ce qu'il a besoin pour pouvoir diminuer la température corporelle. L'homme
garde son humidité parce qu'il fait trop chaud, trop sèche, et l'homme est capable, par d'autres moyens biologiques, d'atténuer sa température interne sans perdre de son eau si l'homme a besoin de son eau. L'homme est capable de contrôler son battement cardiaque, son rythme respiratoire pour arriver à brûler moins d'oxygène si à un moment donné il en a besoin. L'homme est capable d'être imperméable à des virus, à des radiations, à plusieurs choses. Ça, c'est banal. C'est banal, mais c'est ce que, premièrement, la personne qui fait le programme être contrôleur va arriver à avoir. PMC 4 en descendant, ce sont des préparations. Il faut que l'homme soit préparé pour que l'homme comprenne pourquoi il va faire quelque chose. Mais l'homme doit arriver à être le seul maître contrôleur à bord de son cadre d'évolution. Cela veut dire que l'homme n'aura pas besoin, à un moment donné, de régir, disons, sa transpiration ou non. Parce que le cadre extérieur va permettre à l'homme d'être normal. L'homme n'aura pas besoin d'empêcher, par exemple, une hémorragie. Parce qu'il n'y a rien qui va venir couper le corps de l'homme. Parce que l'homme doit devenir le seul maître contrôleur à bord de son cadre d'évolution. Le corps physique est un cadre d'évolution, mais c'est presque un cadre d'expression réel de l'homme réel. Et le cadre extérieur qui doit être assujetti au contrôle de l'homme nouveau, c'est le cadre dans lequel il patauge, le cadre dans lequel il évolue. Ce qui veut dire que lorsqu'un accident se pointe, parce que c'est toi, l'accident ne peut pas avoir lieu. Lorsqu'un jour tu seras prescient, tu pourras prendre l'avion et tu pourras te demander, est-ce que je prends l'avion? Et lorsque tu pourras te répondre, ben oui, tu prends l'avion, tu prends l'avion. Prenons l'exemple dernièrement de quelque chose, et la personne à qui c'est arrivé riait de tout ça, mais elle savait en même temps que c'était vrai. Et elle est allée en Angleterre. Une personne qui est assujettie au PMC, qui est dans l'esprit PMC, et c'est une personne qui est mentale. Il manque des petites choses. C'est pas grave, ça s'en vient. Et cette personne, elle a une importance parce qu'elle a laissé sa trace. Elle se protège, mais elle ne le sait pas. Donc, elle dit, elle est protégée. Mais elle se protège. Et elle va dans un hôtel en Angleterre, et cet hôtel-là, tout va bien. Elle revient ici, et elle retourne en Angleterre, elle doit retourner en Angleterre, et dans le même hôtel, un peu avant qu'elle arrive, on découvre une bombe. On désamorce la bombe et on ôte la bombe. Il est évident qu'il ne pouvait pas y avoir de bombe dans cet hôtel parce que cette personne y allait. On n'a pas découvert tous les bombes. On a découvert celles qu'il fallait. C'est des recherches faites en vue du passage de la reine, en vue de différentes choses. Mais de toute manière, cette personne ne peut pas aller dans un hôtel où il y aura une bombe. Elle ne peut pas mourir présentement. Ce qui fait qu'elle ne comprend pas ces mécanismes, elle les comprend puis elle ne les comprend pas, mais elle est protégée. En réalité, elle se protège, mais elle ne le sait pas, donc elle est protégée. Et c'est comme ça que ça va se passer pour l'homme nouveau. S'il y aurait une explosion nucléaire, plusieurs aimeraient autant mourir. La majorité ne veulent pas survivre à un apocalypse nucléaire. Mais l'homme nouveau ne se posera pas de questions. Il sera toujours rendu à l'endroit où il n'y aura pas de problème. Parce qu'il régit son cadre d'évolution extérieure. Sinon, la bombe qui va tomber dans son champ ne va avoir d'effectuosité. Elle ne pourra pas sauter. Et ça, ce n'est pas relatif au désir psychologique de l'homme. C'est déterminé par le contrôle que l'homme aura dans son écosystème évolutif. C'est chiant pour une psychologie parce qu'il se dit, mais je veux bien que ça s'améliore, mais ça ne s'améliore pas. Ça ne peut pas s'améliorer parce que présentement, tu ne comprends pas l'intelligence de ce que c'est l'amélioration. Pourquoi ça s'améliorerait alors que tu ne connais même pas les mécanismes qui vont permettre l'amélioration? Ce n'est pas la pensée de l'homme qui va améliorer. La pensée de l'homme, elle ne fait rien d'autre que d'être capable de coordonner des mémoires. C'est juste ça qu'a fait la pensée de l'homme, elle ne fait rien d'autre.
Elle ne peut pas faire bouger un verre, elle ne peut pas faire une guérison, elle ne peut rien faire. Elle ne peut que créer des illusions, elle ne peut que spéculer. La pensée, c'est un attribut incroyable de la psychologie, de l'astral, de l'ego de l'homme. Et présentement, parce qu'il faut bien penser que le mental n'est pas relié à la pensée. Présentement, le mental s'exprime dans la conscience égoïque de l'homme par le mécanisme de la pensée. Pour que l'ego puisse apprendre que le mental existe. Pour que l'ego puisse apprendre que le mental est juste. Non pas juste moralement, juste mathématiquement, logique. Mais le mental ne pense pas par la pensée. Parce que plus tu t'amuses à penser mentalement par la pensée, plus cela prend du temps, plus tu étires, puis moins tu comprends, parce que tu mets trop de mots. Lorsque la solution, elle est là, elle vient en pensée pour que tu puisses l'expérimenter, parce que tu es encore dans une phase égoïque, dans une phase d'égo-évolution. Mais là, le mental ne s'exprime pas par la pensée. Le mental se sert de la pensée présentement comme véhicule d'expression pour pouvoir donner de l'expérience à l'ego. Mais lorsque l'homme devient mental, l'homme n'a plus besoin de penser. L'homme ne pense plus. Et c'est pourquoi lorsque l'homme arrive à avoir une parole ajustée, lorsque l'homme arrive à avoir une parole soumise au contrôle du mental, l'homme est capable de parler sans expérimenter, et l'homme est capable, en s'écoutant parler, d'apprendre. C'est-à-dire que l'homme le sait, son mental le sait, son mental est au courant. Mais sa psychologie ne le sait pas. Donc l'homme, en parlant, ne colore pas, parce que ce n'est pas en pensée. Je ne pense pas avant de parler. Ça me prendrait trop de temps. Et je colorerais tout ce que je veux dire. Je l'assujettirais à ce que je pense que c'est ça que je voulais dire. Je parle. Et après, j'écoute et j'apprends. Et ça, c'est l'apanage de l'homme nouveau, c'est l'apanage de l'homme mental. Et c'est ce qui va être développé chez tous ceux qui font une colère mentale. Ils vont être capables, à un moment donné, de comprendre qu'ils sont préscients. Qu'ils savent avant de savoir. C'est que la manière tu expliques ça, c'est que si le mental s'exprime en ce moment par la pensée, la vraie méthode du mental s'exprimer devrait s'exprimer premièrement physiquement. C'est-à-dire que le mental, oui, le mental va toujours s'exprimer par le physique. Le mental va toujours s'exprimer par le vital, par l'astral, par le mental. Le mental s'exprime par l'efficacité. Et lorsqu'il n'y a pas d'efficacité, il n'y a pas d'expression pure du mental, il y a de l'expression colorée ou pas d'expression du tout du mental. Cela veut dire que, es-tu malade? Oui, ton mental ne s'exprime pas. Il s'exprime peut-être un peu. Mais lorsque le mental est assujetti à rester au niveau de ta pensée, lorsque le mental est assujetti à être abattardi, à devenir de l'intellectuance chez toi, de l'intellectuel. Lorsque le mental est totalement coloré par l'astral pour être assujetti à l'astral, pour être affiné à l'astral, pour ne pas trop maganer l'astral, parce que sachez bien qu'un bon moyen d'entretenir la santé psychologique, c'est de briser des formes. Sinon, l'homme meurt, l'homme grossit, l'homme devient obèse psychologiquement. Il faut qu'on brise des formes pour que l'homme soit svelte, l'homme soit en santé psychologique. Il faut briser des formes. Mais ça fait mal. Ça fait mal de se mettre en santé. Ça fait mal. Alors donc, lorsque le mental s'exprime, il s'exprime par l'efficacité. Lorsque le mental va s'exprimer totalement chez l'homme, l'homme n'aura plus de problème, l'évolution sera facile. L'évolution n'existera plus, mais l'amélioration sera facile. Sinon, le mental ne s'exprime pas. Le mental va donc s'exprimer par la parcelle d'énergie qui lui est le plus proche, parce qu'elle est localisée au niveau du cerveau, d'où va siéger l'énergie mentale, c'est la parole. Et c'est pourquoi la parole ajuste la parole, et la parole ajustée ajuste la pensée, et la pensée ajustée exprime le mental presque pur.
Et là, l'homme devra instruire par la parole les énergies physiques, vitales, astrales de l'énergie mentale. Et c'est là que le verbe devient important, c'est là que la parole est d'or. Et lorsque la parole est d'or, c'est que la transmutation tant recherchée par les alchimistes de l'âge de fer de l'humanité va être exprimée. J'ai déjà dit qu'il n'y aura plus d'alchimie dans l'ère du Verseau, dans l'ère de l'homme nouveau. Parce que l'or va être là, le summum va être atteint, la pureté, non colorée. Elle va commencer par la parole. Tu exprimes le mental, tu n'es pas malade. Tu exprimes le mental, tu n'as pas d'accident. Tu exprimes le mental, tu ne manques pas d'argent. Tu exprimes le mental, tu connais tout. Tu exprimes le mental, tu peux piloter un avion. Tu peux piloter un sous-marin, tu peux faire n'importe quoi. Tu exprimes le mental, tu es simplement efficace. Mais non pas efficace parce que tu travailles. Efficace parce que c'est intelligent d'être efficace. Pas efficace parce que tu désires. Efficace parce que c'est intelligent d'être efficace. Efficace parce que c'est efficace d'être efficace. Efficace parce que c'est le mental qui s'exprime. Pourquoi le mental devrait-il... Pourquoi l'homme... C'est ça le mental. Pourquoi l'homme devrait-il toujours apprendre par essai et erreur? C'est intelligent. Absolument pas. Habituellement, tu devrais être capable de faire une chose une fois, sans être obligé de recommencer jusqu'à temps que tu l'aies bon. Tu as 25 opportunités. 24 sont des erreurs, une est la vraie. Fais la vraie. C'est très intelligent. L'homme psychologique va dire, c'est beau à dire. Je ne m'adresse pas à l'homme psychologique. L'homme psychologique trouve que c'est beau à dire. Mais c'est presque aussi compliqué de choisir l'erreur que de choisir la bonne chose. Parce que l'homme psychologique tient à expérimenter, il tient à avoir un résultat. Et l'homme mental ne tient pas à avoir de résultat. Il tient à ce qu'il y ait de l'efficacité. Et l'efficacité n'est pas donnée à une recherche de résultats, elle est donnée à une observation de la réalité. Et la réalité efficace chez l'homme mental n'aura pas la même connotation visuelle, observatrice, la même connotation de conscience que lorsque l'homme psychologique contemple la réalité. Parce que la réalité de l'homme psychologique n'a rien à voir avec la réalité de l'homme mental. Il y a des réalités, il y a des illusions, mais il y a des réalités totalement psychologiques qui ne sont pas de l'illusion. Mais, cosmiquement, ce sont des illusions. Et au niveau de l'homme mental, les réalités mentales seront cosmiquement mentales. Et elles seront cosmiquement réelles. Donc, tout à l'heure, je disais qu'il n'y a pas de point de vue dans l'énergie mentale, il n'y a pas de point de vue, il n'y a pas de relativité au niveau du mental. Et ça, c'est quelque chose qui va devoir, à un moment donné, être compris, parce que tout est relatif, même la relativité. Parce que tout n'est pas relatif. Mais dans l'énergie mentale, libérée, de l'énergie intelligente, pas de l'énergie intellectuelle, dans l'énergie mentale libérée, de l'astral, de l'émotivité, de l'ego, de tout ça, des mémoires planétaires, de l'expérience, il n'y a pas de relativité. Il y a, et c'est tout. Et c'est pas loin. L'homme est déjà en essence mentale. L'homme dégage déjà des énergies mentales. Sauf que ces énergies mentales doivent s'exprimer par des véhicules. Regardez bien ceci. Tant que l'homme n'aura pas créé des véhicules d'expression mentale, l'homme ne pourra pas faire autrement que d'être astral, d'être psychologique. Lorsque ton énergie mentale, pour s'exprimer, de passer par un cheminement créé par l'astral, il est coloré. Alors, est-ce que l'homme peut aimer? Non. Est-ce que l'homme peut être attristé? Non. Est-ce que l'homme peut désirer? Non. Est-ce que l'homme peut avoir peur? Non. Ce sont tous des mécanismes astrales. Et le mental ne peut pas s'exprimer purement par l'énergie astrale. Donc, l'homme mental n'a pas d'émotion.
L'homme mental n'a pas peur. L'homme mental n'a pas de désir. L'homme mental qui s'exprime, l'homme mental pur, n'a plus rien de l'homme piscéen, de l'homme du poisson, de l'homme astral. Mais l'homme mental est capable de, et je dis ça parce que je suis diplomate, parce que c'est une menterie que je dis là, mais je le dis pareil, parce que même si je dis c'est une menterie, ça me fait plaisir. L'homme mental est quand même capable de laisser les émotions s'exprimer lorsqu'elles ont besoin de s'exprimer. Et c'est vrai. Pas longtemps. Le fait de s'exprimer, tu dis la parole, c'est juste, je vais revenir à la colère mentale. Une personne qui a la parole ajustée, peut-il avoir une colère mentale? Une personne qui a la parole ajustée n'a pas de colère mentale, elle est au niveau du mental, elle n'a pas besoin de faire peur, elle instruit l'astral, elle instruit les dieux, elle instruit les diables et elle leur parle. La personne qui n'a pas de parole ajustée se doit, pour être entendue, pour émettre cette énergie, se doit de créer l'énergie de la colère qui est une énergie connue de l'astral, colère qui est une énergie qui va faire peur à l'astral. Alors, au lieu de dire « poussez-vous », au lieu de dire « toi, sors de là et va-t'en », au lieu de dire « j'arrive » et ça crée ce qu'il doit, au lieu d'arriver et ça crée ce qu'il doit, l'homme est obligé de sacrer, de maudire, de crier, de mettre des énergies de colère, de mettre des énergies d'impatience, d'imiter. Mais c'est mental, des énergies connues par la psychologie astrale, afin que celle-ci, qui ne peut pas être instruite présentement parce que l'homme n'a pas la puissance de l'instruire, ait peur et se tasse. Ce qui va permettre à l'homme de pouvoir s'instruire. Et lorsque l'homme sera instruit de par lui-même, il pourra commencer à instruire l'astral. Il n'instruira pas l'astral parce que c'est une mission, il instruira l'astral pour que celui-ci lui foute la paix. Ça ressemble à une mission. La mission est retournée vers lui, et c'est normal. Donc, notre homme psychologique, l'homme qui a une parole non ajustée, a besoin de colère mentale. Il va de toute façon passer par la colère mentale, mais plus il va la développer, plus il va la pratiquer, moins il va souffrir, plus vite ça va se faire, puis là, on va arriver dans un plan mental plus rapidement. On parlait au niveau des PMC 1, 2, 3, 4 que l'homme n'avait pas besoin de pratiquer, c'est celui qui faisait le PMC, pratiquait une fois par semaine, c'était suffisant, plus une fois au cours, et puis encore, une fois au cours, c'était suffisant. Mais la colère mentale, c'est quelque chose qui doit être cultivé chez l'homme. Ce n'est pas une question de pratique, c'est une question de cultivation. On doit cultiver. On doit rendre ce mécanisme normal, inhérent. Il doit devenir un réflexe mental. Lorsque l'astral tend à s'agripper, automatiquement, il doit y avoir une répulsion du mental sur ces mécanismes astraux. La colère mentale peut-elle aider à développer la parole juste? Oui. La pratique de la colère mentale va développer la parole juste. La colère mentale, il y a déjà parole juste. La pratique de la colère mentale développe tous les mécanismes mentaux. Elle fait en sorte que l'homme passe d'un plan astral au plan mental. Et donc, la colère mentale, la pratique de la colère, regardez bien ceci, juste le fait de pratiquer la colère psychologique et d'analyser ce que nous disons, de peser les mots, de mettre les mots les plus énergétiques, avec la voix la plus énergétique, avec l'intonation la plus énergétique, avec ce qu'il faut pour démolir, pour détruire, mais en étant conscient de ce qu'on fait. Pratiquer la colère, développer la colère. Apprendre à faire des colères. Et après, les faire mentalement, c'est-à-dire les faire parce qu'on comprend l'intelligence de cette colère. Et on sait à qui on s'adresse. Ça développe la parole. C'est un mécanisme parfait pour développer la parole. Mais en plus, ça prépare l'homme. Ça développe l'homme nouveau. Il faut être en colère. Et on va arrêter pour le premier arrêt.
quinzaine de minutes. Si jamais vous avez des questions, écrivez-les sur papier, qu'on puisse les voir un petit peu plus tard.